Alors, donc, avant d'entamer la présentation des travaux de psychanalyse urbaine que nous avons donc menés sur la délicate question des produits coloniaux, il est important de rappeler que ces recherches s'inscrivent dans un plus vaste projet qui va donc consister à psychanalyser le monde entier. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que lacaniquement parlant, dans le concept même de monde entier se trouve un entier. Ce qui suppose déjà un âge avancé de l'humanité, sans doute un processus d'autodévoration du monde entier par monde entier, et en tout cas un gros problème de carie, qui va sans doute émerger, je dirais, au milieu du XVIIIe siècle, avec l'explosion de la production de ce qu'on peut considérer avec le recul comme le premier grand produit colonial de l'histoire, c'est le sucre. Avec, on la voit ici, une canne à sucre originaire de la Nouvelle-Guinée, qui va, durant l'Antiquité, se propager en Inde, en Perse, pour finalement finir son chemin au Moyen-Âge dans l'ensemble de l'Empire arabe. Ce qui est cocasse, c'est que ce sont les Anglais qui vont populariser le sucre en le découvrant lors des croisades. Il va alors être commercialisé par les Vénitiens avant que les Portugais ne s'emparent de la canne à sucre pour la planter, la cultiver dans toutes les petites îles qu'ils vont découvrir au milieu du XVe siècle en contournant l'Afrique. Et ce, donc, jusqu'à l'île de Sao Tomé, où là, ils vont se lancer dans un processus de production industrielle du sucre, où ils vont très vite faire appel à des centaines, voire des milliers d'esclaves. Et c'est ce modèle économique qui va être ensuite transplanté au milieu du XVIe siècle jusqu'au Brésil, avant qu'on ne généralise le procédé dans les Antilles françaises, dans les Antilles anglaises et aussi dans les Antilles néerlandaises. Tout cela va contribuer quelque part à structurer durablement le fameux commerce triangulaire, faire donc exploser cette production de sucre et ainsi générer cette fameuse épidémie de carie, pour au final, j'ai envie de dire, avec cet apport massif de glucose, eh bien, surénergiser l'Europe occidentale qui va basculer à l'époque dans un syndrome d'hystérie. Une hystérie bien évidemment attisée, aggravée, je dirais, par le café, dont l'origine se trouve, semble-t-il, ici, en Éthiopie, puisque la légende nous apprend qu'un berger intrigué par le comportement bizarre de ses chèvres qui bondissaient un peu dans tous les sens, eh bien, il va s'apercevoir que préalablement, toutes ces chèvres surexcitées avaient ingurgité des petites cerises rouges qui vont au final s'avérer être des grains de café. Ce qu'il faut retenir, c'est que la production de café va rester longtemps localisée dans la région, au Yémen, avant qu'il ne s'étende dans l'ensemble de l'Empire ottoman, puisque le café va vite devenir le substitutif idéal du vin rouge, qui était donc interdit par la religion locale. Et symboliquement, j'ai l'impression que le café va se retrouver adopté par l'Europe occidentale à Vienne lors du siège de la ville par les Ottomans, avant qu'après la victoire, les Viennois ne retrouvent des sacs de graines un peu bizarres qu'ils vont faire macérer dans de l'huile bouillante avant de s'apercevoir que ce breuvage est infect et d'avoir la bonne idée de mélanger ce café avec le sucre. Pour fêter ça, les Viennois vont d'ailleurs inventer la viennoiserie et donc le croissant, directement inspiré du croissant présent sur le drapeau de l'Empire ottoman. Tout ça, bien sûr, va inciter les Hollandais à dérober des plants de café pour l'implanter dans les Antilles hollandaises
les Français vont vite les imiter dans les Antilles françaises, avant que le café ne se répande au Brésil, dans toute l'Amérique du Sud et aussi en AOF, c'est-à-dire en Afrique occidentale française. Alors autant, je dirais, le café, on l'a vu, va exacerber le syndrome d'hystérie collective en train de se mettre en place dans le monde entier, autant avec le cacao, lacaniquement le cacao, on a l'impression que ce produit va quelque part conforter le monde entier dans un stade anal, et ça à un niveau élevé, puisque quelque part, toute cette histoire coloniale va s'articuler autour de la figure du colon, donc l'organe du même nom, ce qui laisse supposer qu'on peut résumer toute cette histoire à une pénétration contre nature, à un pillage, un viol collectif à l'échelle de la planète, avec en corollaire la position extrêmement ambiguë du missionnaire, puisqu'on va utiliser la Bible, donc le symbole fort du surmoi, comme prétexte aux pires exactions. Cela étant, ce qu'il faut retenir, c'est que le cacao est originaire de l'Amérique centrale, puisque ce sont les Aztèques, les Mayas et les Olmecs qui vont d'ailleurs utiliser le cacao comme monnaie d'échange. On va longtemps payer ses impôts avec des fèves de cacao. On va aussi utiliser un breuvage sacré où on va le mélanger avec du piment, ce qui va être dur à avaler pour les Espagnols qui très vite vont avoir l'idée là aussi de le mélanger avec le sucre. Ce qui va là aussi populariser un produit dont la production va rester longtemps cantonnée aux alentours du futur Venezuela avant qu'on ne le plante finalement en AOF, en Afrique occidentale française, sur la Golden Coast, les alentours du futur Ghana. Concernant cette fois-ci le coton, là on a affaire à une plante qui va se retrouver un peu partout dans le monde entier, avant qu'avec la révolution industrielle, subitement, l'Europe du Nord ait tout à coup envie d'aller se rhabiller grâce justement à des machines à filer le coton et de plus en plus perfectionnées. Ce qui fait qu'on va se mettre tout à coup à tisser partout, à tisser dans tous les coins, ce qui va nécessiter des quantités considérables de coton qu'on va faire venir, bien évidemment, du sud des États-Unis. Une région, si je peux me permettre cette petite facétie, qui à l'époque filait un mauvais coton, puisque les planteurs venaient principalement de l'île de Saint-Domingue, une île récemment affranchie de l'esclavage, qui avait acquis son indépendance avec Haïti, et ce sont donc des réfugiés de l'île de Saint-Domingue, d'anciens planteurs, qui vont à l'époque exploiter le coton et surtout les esclaves. Avant donc la guerre de sécession, une guerre en tout cas qui va couper les États-Unis en deux, couper l'Europe de sa source d'approvisionnement, avant que les Français et les Anglais ne décident de lancer des plantations de coton en Algérie, en Égypte et aussi en AOF, principalement dans une région qui va être ensuite baptisée le Mali. Lacaniquement parlant, sinon, on a envie naturellement d'attribuer la palme d'or du produit colonial à l'huile de palme, un produit qui va, on le voit ici, rester longtemps confiné en Afrique, qui ne va servir en gros qu'à alimenter les esclaves en partance pour les Amériques, avant qu'on ne se rende compte que l'huile de palme était l'élément idéal pour confectionner du savon, des bougies et aussi de la margarine, une sorte de beurre miracle qui ne fond pas aux températures les plus élevées. Ça ne va pas échapper aux fiefés hollandais qui, encore une fois, vont voler des graines de palmier pour en planter au Suriname, puis plus tard
en Indonésie, avant que les Anglais ne repliquent en plantant des graines en Malaisie, ce qui va à terme, on le sait, entraîner de terribles problèmes de déforestation et aussi faire basculer le monde entier dans une nouvelle épidémie qui va être l'obésité. Puisque l'industrie alimentaire, on le sait, va avoir la bonne idée de mélanger aux acides gras saturés de l'huile de palme au sucre. Ce qui fait que l'obésité touche aujourd'hui plus de 20% de la population de la planète, et il est à se demander qui de l'huile de palme et du sucre va remporter la palme du produit colonial le plus nocif au monde entier. Sauf que c'est sans doute le caoutchouc qui va mettre tout le monde d'accord, puisqu'on va le voir bientôt, c'est un produit qui va rester longtemps confiné au fin fond du Brésil, avec l'EVA, un arbre sur lequel on pratiquait des incisions, on faisait saigner pour en extraire le précieux liquide qui est donc le latex. Là aussi, vol industriel, vol qualifié, puisqu'un aventurier anglais va dérober plus d'une tonne de graines d'EVA pour qu'on les sème d'abord sur l'île de Ceylan, avant la Birmanie et dans toute l'Asie du Sud-Est, où, on le voit, le caoutchouc anglais va se retrouver vite en concurrence avec le caoutchouc français cultivé en Indochine. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le caoutchouc va avoir une importance capitaliste. Capitale et capitaliste en même temps, puisque grâce aux pneus, le caoutchouc va vraiment être le support d'une révolution des transports qui va accélérer les échanges, accélérer quelque part le processus de mondialisation initié par la circulation de tous ces produits coloniaux qui quelque part ont contribué à notre bien-être, à notre épanouissement, sauf qu'à cause de tous ces effets secondaires, on se retrouve aujourd'hui avec une planète à bout de force, une planète menacée d'asphyxie, atteinte d'une fièvre assez conséquente puisque sa température ne fait qu'augmenter, au point qu'il semble urgent aujourd'hui que le monde entier se débarrasse enfin et très vite de ces pulsions prédatrices, de ces pulsions boulimistes, pour que cette planète chérie ait des chances, ou en tout cas une petite chance de survie.